Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Allemagne hitlérienne, suivre le parcours de Sophie Scholl. Cette jeune institutrice allemande, attachée profondément à ses valeurs humanistes, va se rebeller contre l'idéologie nazie. Elle va devenir un symbole de cette résistance intérieure que l'on connaît assez peu. C'est parti. Sophie Magdalena Scholl naît le 9 mai 1921 à Forchtenberg, une ville du sud de l'Allemagne. Son père est bourgmestre, soit l'équivalent allemand de nos maires, et elle grandit au milieu d'une fratrie de 6 enfants. Elle se révèle être une élève brillante, perfectionnant son don pour la peinture et le dessin. Très croyante, elle est élevée dans la religion luthérienne où l'on cultive des valeurs humanistes fondamentales pour ses parents. Pendant que Sophie grandit, l'Allemagne voit arriver la montée du national-socialisme avec un certain Adolf Hitler à sa tête. Mais bien avant ses envies de conquête de l'Europe et d'extermination de population, celui-ci instaure déjà sa vision du monde en Allemagne. Et grâce à une politique où les Allemands vont voir leur pouvoir d'achat augmenter, ainsi que leur confort de vie par l'accès aux loisirs et vacances, mais aussi par un chômage décroissant, les Allemands ne voient que du positif dans cet homme providentiel. Et ils sont très peu à déceler déjà sa dangerosité. À peine âgée de 12 ans, elle intègre la Ligue des jeunes filles allemandes, la branche féminine des jeunesses hitlériennes. Elle suit le mouvement comme la plupart des jeunes adolescentes de son époque. Ces jeunes défilant comme un seul homme au son des tambours trébuchants hypnotisent et donnent envie de les rejoindre. Pour Sophie et ses amis, cela leur donnait l'impression d'être invincibles tous ensemble. Et puis les jeunesses hitlériennes deviennent obligatoires à partir de 1939. Mais Sophie, intéressée par la philosophie, la théologie et attachée aux valeurs de la dignité humaine, se révèle rapidement très critique des idées véhiculées par les ligues des jeunes filles allemandes et s'oppose à l'idéologie nazie. Le côté militaire, les restrictions de liberté, l'obligation d'une même vision politique et religieuse, ainsi que l'interdiction de certains livres, films ou musiques lui font voir le vrai visage du nazisme. De plus, profondément religieuse, elle est une grande adepte du libre arbitre et du respect de toute vie, ce qui est en totale opposition avec le nazisme. En 1940, son diplôme en poche, elle devient institutrice en école maternelle. Elle apprécie son métier auprès des enfants et espère aussi qu'il lui permettra d'échapper au service de travail obligatoire. Mais c'est peine perdue et au printemps 1941, elle doit travailler pendant 6 mois en tant que puéricultrice. L'aspect militaire du service du travail obligatoire lui déplaît beaucoup, mais surtout la fait réfléchir sur la situation politique de son pays et la résistance passive. En 1942, elle s'inscrit à l'université de Munich pour étudier la philosophie et la biologie. Par là même, elle y retrouve son frère Hans, qui étudie quant à lui la médecine. Avec la bande d'amis de son frère, ils se lient d'amitié et débattent autour d'opinions politiques, mais aussi sur l'art, la littérature, la philosophie et la théologie. Sophie rencontre également de nombreux artistes et philosophes avec lesquels elle se questionne sur l'attitude d'une population soumise à une dictature. À la même époque, son père a été emprisonné pour avoir osé critiquer Hitler en public. Et son frère sert en tant qu'infirmier dans les hôpitaux du front de l'Est, où il est témoin des horreurs de la guerre. Horrifiée par la situation politique de l'Allemagne et la barbarie nazie, elle ne peut plus rester sans rien faire et elle se sent prête à agir désormais. Hans Scholl, le frère de Sophie, ainsi qu'un des camarades d'université, Alexander Schmorell, sont sur la même longueur d'onde sur leurs idéaux humanistes et leur rejet du nazisme. Hans Scholl a été en particulier inspiré par les sermons de Monseigneur von Galen, évêque de Münster, qui s'est élevé contre les assassinats de malades mentaux et les atteintes faites à l'église. Au printemps 1942, dans un atelier de peinture de Munich, ville berceau du national-socialisme, ils fondent leur mouvement de résistance qu'ils nomment la Rose Blanche, en hommage au roman de Clemens Brentano, Les Romances du Rosaire. Ils sont épaulés dans leur envie de résistance par Kurt Böhr, leur professeur de philosophie, et Christopher Brotz, étudiant en médecine. Mais les jeunes hommes ne sont pas des soldats, et leurs profonds idéaux humanistes leur interdisent toute envie de manifestations violentes. Cependant, ils veulent ouvrir les yeux de la population allemande endoctrinée par Hitler. Ils veulent montrer son vrai visage et les atrocités commises par les nazis. Sophie rejoint son frère dans le groupe de résistants de la Rose Blanche. Elle est dans la rédaction et la distribution des tracts.
Cependant, elle se garde d'informer de ses actions son fiancé, un soldat engagé sur le front de l'Est. C'est donc par l'écriture qu'ils vont décider de se battre. Ils écrivent et font imprimer 4 tracts qu'ils envoient à de nombreuses personnalités munichoises, médecins, écrivains, savants, professeurs, libraires ou déposés dans les restaurants de la ville. Les jeunes gens y dénoncent la stupidité du régime totalitaire d'Hitler, l'endoctrinement nazi ainsi que la contrainte de rentrer dans le rang. Le deuxième tract de la Rose Blanche dénonce déjà la Shoah, la déportation et les horreurs des camps de concentration par ces mots. Depuis la main mise sur la Pologne, 300 000 juifs de ce pays ont été abattus comme des bêtes. C'est là le crime le plus abominable perpétré contre la dignité humaine et aucun autre dans l'histoire ne saurait lui être comparé. Au-delà de tous idéaux religieux ou politiques, leurs motivations sont humanistes. Les tracts font référence à d'éminents penseurs et citent aussi la Bible. Ils invitent le lecteur à participer à une chaîne de résistance de la pensée en reproduisant le tract et en le distribuant à leur tour au plus grand nombre possible. Sur le front de l'Est, enrôlés en tant qu'infirmiers, Hans et Alexander vont faire la rencontre de Willy Graf, qui décide de les rejoindre au sein de la Rose Blanche. Le 5e tract est imprimé pendant l'hiver 1942. Il est nommé « Appel à tous les Allemands » et sera distribué dans plusieurs grandes villes telles que Munich, Stuttgart, Francfort, Vienne, Salzbourg et même Berlin. En effet, la Rose Blanche a des ramifications dans d'autres villes, elles aussi dirigées par des étudiants. Ce dernier tract est envoyé à des lecteurs de plus en plus nombreux et la Rose Blanche fait de nouveaux adeptes prenant de l'ampleur. Le 6e et dernier tract de la Rose Blanche est rédigé par Kurt Böhr, après la défaite de Stalingrad en février 1943. Le régime nazi est ébranlé, c'est le début de la fin, et l'occasion pour nos résistants de faire encore plus entendre leur voix. À cette occasion, ils impriment plus de 2000 tracts. Le groupe prend de l'ampleur et multiplie les actions. Bien que déçus par le peu d'écho ressenti par leurs tracts, ils récoltent de la nourriture pour les familles de déportés. La nuit, ils taguent les murs du quartier Université. On pouvait lire Abba Hitler ou Liberté Hitler, massacreur des masses. Se sentant pousser des ailes, dans leur élan résistant, ils distribuent maintenant leurs tracts dans les rues, sur les pare-brises des voitures ou sur les bancs de la gare centrale. Mais ce ne sont que des amateurs qui font des erreurs et très loin d'être préparés aux interrogatoires de la Gestapo. Dans la nuit du 15 au 16 février 1943, Hans, Alexander et Sophie vont distribuer plus de 1000 exemplaires de leur 6e tract dans les rues de Munich. Ils décident de déposer les derniers tracts restants dans leur université. Le 18 février, avec l'aide de Sophie, elle aussi engagée dans le combat de la Rose Blanche, Hans dépose des tracts dans la cour de l'université de Munich. Alors qu'ils se dirigent tous les deux vers la sortie, peu avant 11h, ils changent d'avis pour déposer leur tout dernier tract au premier étage. Puis Sophie court au 2e étage et lance ses derniers tracts par la fenêtre qui donne sur le hall de l'université. Mais malheureusement, cette dernière action les mène à leur perte funeste. Le concierge de l'université, Jacob Schmid, surprend Sophie et Hans et les retient jusqu'à l'arrivée de la Gestapo qui l'a fait prévenir. Hans et Sophie Scholl sont emmenés immédiatement au siège munichois de la Gestapo. Ils y sont détenus, interrogés et torturés jusqu'au 21 février. Sophie apparaît avec une jambe brisée, appuyée sur des béquilles à son procès. On ne sait pas s'ils ont dénoncé les autres membres de la Rose Blanche, mais comme il s'agissait d'un groupe restreint de proches, il n'a pas été difficile pour la Gestapo de les identifier. Pour l'occasion, et marquer les esprits, on fait venir Roland Fressler de Berlin, ancien communiste et un des chefs nazis des plus cruels. C'est lui qui va représenter l'accusation au procès. Ils sont alors jugés dans un procès éclair par le tribunal du peuple, qui va durer à peine 3 heures. Le 22 février 1943, la sentence tombe. Condamnation à mort par guillotine le jour même. Ils sont condamnés pour haute trahison et connivence avec l'ennemi, incitation à la haute trahison et atteinte à l'effort de défense. Hans, 25 ans, et Sophie, 22 ans, ne céderont pas jusqu'à la fin, fidèles à leurs idéaux, et leur défense sera un appel au courage civil et au soulèvement populaire. Hans déclarera d'ailleurs à ses juges « Dans quelque temps, c'est vous qui serez à notre place ». Quant à Sophie, elle dira « Ce que nous avons dit et écrit, beaucoup le pensent, mais ils n'osent pas l'exprimer ». Les nazis iront au mépris de leur propre loi qui stipulait un délai de 99 jours entre la sentence et l'exécution de la peine. Malgré tout, ils pourront dire adieu à leurs parents avant de monter sur l'échafaud. Sophie sera décrite comme faisant preuve d'un grand courage jusqu'à la fin. Son frère criera « Vive la liberté » juste avant de mourir.
Quant au fiancé de Sophie, qui aura une permission exceptionnelle pour pouvoir lui dire adieu, arrivera 2 heures trop tard. Il décidera de s'engager dans la résistance par la suite. Christopher Probst sera guillotiné le même jour que Sophie et Hans. Kurt Huber et Alexandre Schmorell seront eux aussi guillotinés le 13 juin et enfin Willy Graf connaîtra le même sort le 12 octobre de la même année. La Rose Blanche était constituée d'une dizaine de membres qui finirent tous soit exécutés, soit envoyés en déportation d'où ils ne reviendront pas. Toutes les ramifications de la Rose Blanche sont elles aussi démantelées. Seul un membre de la Rose Blanche va échapper aux poursuites. Folke Arnak, réalisateur et scénariste. Faute de preuves, il va être acquitté et libéré. Muté à Athènes et menacé par la Gestapo, il déserte l'armée allemande. Il rejoint alors des partisans grecs et fonde un mouvement antifasciste jusqu'à la chute des nazis. Les martyrs sont ensuite enterrés les uns à côté des autres dans le cimetière voisin de la forêt de Perlac. La veille de son exécution, Sophie raconte un rêve qu'elle a fait. Par un jour ensoleillé, je portais un enfant en lange blanc pour le faire baptiser. Le chemin de l'église suivait une montagne escarpée, toutefois je serrais l'enfant en sécurité dans mes bras. Quand soudain il y eut devant moi une crevasse. J'ai eu juste le temps de déposer l'enfant de l'autre côté avant de tomber dans le précipice. Sophie Scholl explique alors le sens de ce rêve. L'enfant est notre idée, elle s'accomplira malgré les obstacles. Nous pouvions en être les précurseurs, mais nous devions mourir auparavant pour elle. Durant l'été 1943, l'aviation anglaise distribue par la voie aérienne près d'1 million d'exemplaires du dernier tract de la Rose Blanche sur l'Allemagne. Depuis, la place de l'université porte le nom de Hans et Sophie Scholl. En 1980, un prix littéraire est créé en leur honneur et pour leur amour de la philosophie, le prix Frères et Sœurs Scholl, récompense chaque année un auteur qui témoigne d'indépendance d'esprit, encourage la liberté civile, le courage moral, intellectuel et esthétique. Le 7 mars 1989, l'astronome Fred Borngen découvre un astéroïde qu'il baptise Rose Blanche en l'honneur du groupe de résistants pour permettre à Hans et Sophie de continuer à briller au-dessus de nos têtes. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi l'histoire de cette résistance courageuse qui s'est révoltée contre la barbarie humaine, faisant entendre la voix d'une jeunesse tout entière face à un régime totalitaire. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.